est un peu plus de minuit passé à Kuala Lumpur, dans la nuit du 7 au 8 mars 2014. Et l'aéroport international vit l'un de ces moments paisibles où le trafic commence à ralentir, où les couloirs se vident peu à peu, où les passagers fatigués tirent leurs valises dans un silence ponctué par les annonces régulières des haut-parleurs. Sur le tarmac, sous les projecteurs qui découpent les silhouettes des avions alignés comme des géants immobiles, un Boeing 777-200 de la Malaysia Airlines attend l'instant prévu de son départ. Son numéro de vol est MH370. Son trajet prévu relie Kuala Lumpur à Pékin. Et rien, à cet instant précis, ne laisse imaginer que ce qui va suivre fera de lui l'un des plus grands mystères contemporains. L'appareil, immatriculé 9M MRO, accueille ce soir-là 239 personnes. Des familles entières, des étudiants, des touristes impatients de rejoindre la Chine, mais aussi des voyageurs d'affaires qui, comme souvent à cette heure, s'installent rapidement avant d'espérer quelques heures de sommeil. Dans le cockpit, le commandant de bord, Zahari Ahmad Shah, 53 ans, bénéficie de plus de 18 000 heures de vol, un chiffre qui force le respect dans l'aviation commerciale. À sa droite, le copilote Farik Abdul Hamid, 27 ans, encore jeune mais déjà considéré comme une valeur montante de la compagnie, effectue l'une de ses dernières étapes de formation sur cet avion long courrier. À minuit 41, après les dernières vérifications, les autorisations confirmées et les systèmes mis en route, le MH370 s'élance sur la piste, accélère régulièrement, quitte le sol et s'élève dans la nuit noire au-dessus de Kuala Lumpur. Les premières minutes se déroulent parfaitement, comme des centaines de fois auparavant sur ce même trajet. Le Boeing prend son altitude de croisière prévue et le trafic aérien déjà clairsemé à cette heure tardive ne présente aucun risque particulier. Les échanges radio entre les contrôleurs et l'équipage sont fluides et parfaitement ordinaires. Les systèmes automatiques envoient leurs données techniques habituelles et les vols filent paisiblement en direction du nord, vers la mer de Chine méridionale. À 1h19, alors que l'appareil approche du point où il doit quitter l'espace aérien malaisien et être pris en charge par les contrôleurs vietnamiens, le centre de Kuala Lumpur transmet l'instruction standard. Contactez Ho Chi Minh pour la suite du vol. Le commandant Zahari répond avec un calme total, prononçant un Good Night Malaysian 370 qui ne révèle aucune tension, aucune difficulté, aucune anomalie. Cette phrase anodine en apparence deviendra pourtant un moment clé. Ce sont les derniers mots jamais entendus venant du MH370. Moins de 2 minutes plus tard, sans avertissement, sans bruit, sans message, l'avion disparaît des radars civils. Le transpondeur, ce petit dispositif qui transmet automatiquement l'identification et l'altitude de l'avion, cesse d'émettre. Pour les contrôleurs vietnamiens, l'appareil n'entre jamais dans leur espace aérien. Pour les Malaisiens, il vient de quitter leur zone mais ne réapparaît pas où il devrait se trouver. Le silence commence à s'étendre, mais personne dans ces premières minutes n'imagine encore à quel point il sera lourd. Car la disparition d'un transpondeur n'est pas toujours synonyme de catastrophe immédiate. Il peut s'agir d'une défaillance technique, d'une erreur de fréquence, d'une mauvaise transition entre deux zones aériennes. Pendant quelques instants, chacun attend. Quelques minutes de plus, et l'avion devrait se manifester. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. En réalité, le MH370 est toujours bien présent dans le ciel asiatique, mais il n'est plus sur sa route. Les radars militaires malaisiens, eux, continuent de détecter un écho brut. Un point anonyme dépourvu d'identification, qui entame soudain un large virage à gauche. Et au lieu de poursuivre sa route vers Pékin, le Boeing 777 revient vers la Malaisie, traverse son propre pays dans l'autre sens, survole la côte ouest, croise la région de Penang, puis s'engage vers le détroit de Malacca. Ce trajet parfaitement contrôlé ne ressemble ni à une chute, ni à une dérive, ni à une urgence incontrôlée. Et c'est la trajectoire d'un avion encore piloté ou sous pilotage automatique qui effectue des manœuvres intentionnelles. Pendant tout ce temps, aucune communication ne vient du cockpit. Aucun code d'urgence n'est envoyé.
Aucune tentative d'appeler la tour n'est enregistrée. Le Boeing traverse son propre espace aérien comme un fantôme silencieux, en ne laissant derrière lui que l'énigme d'une décision invisible. À 2h22, les radars militaires le perdent à leur tour. Après cela, plus rien. Aucun signal radio, aucun contact radar, aucune trace visuelle. L'avion s'est évanoui dans la nuit. Ce n'est qu'au petit matin, vers 6h30, lorsque les passagers attendus à Pékin ne se présentent pas, que la compagnie réalise officiellement qu'elle vient de perdre un avion. Les autorités malaisiennes, d'abord convaincues qu'il s'agit d'une défaillance temporaire, déclenchent finalement l'alerte. Mais l'avion est introuvable, et les premières heures de la recherche se concentrent logiquement sur la mer de Chine méridionale, là où l'appareil aurait dû se trouver s'il avait poursuivi sa trajectoire. Très vite, il devient évident que le Boeing n'a jamais survolé cette zone après 1h21. Aucun débris n'est retrouvé, aucun signal d'urgence n'a été enregistré. Et absolument rien ne correspond à la présence d'un crash dans cette partie du globe. Les enquêteurs se heurtent à un mur, jusqu'à ce qu'une information cruciale émerge. Un satellite britannique, Inmarsat, a reçu plusieurs signaux automatiques du MH370 bien après sa disparition des radars. Ce sont de simples pings, des échanges techniques destinés à vérifier la présence du système ACARS, mais ils suffisent à révéler l'impensable. L'avion a continué de voler pendant près de 7 heures supplémentaires. Pas quelques minutes, pas 1 heure, 7 heures. Et c'est là que commence réellement l'enquête internationale, avec ses zones d'ombre, ses contradictions, ses découvertes inattendues, et surtout cette immense question qui plane d'un bout à l'autre. Comment un avion moderne suivi de près a-t-il pu s'éloigner à ce point du monde sans que personne ne s'en aperçoive ? Lorsque les ingénieurs d'Inmarsat découvrent que l'avion a continué à envoyer ces fameux signaux automatiques bien après sa disparition des radars, l'ensemble du cadre de l'enquête bascule brusquement. L'idée même d'un crash rapide, d'une explosion, d'un accident mécanique immédiat s'effondre. L'avion n'est pas tombé près du Vietnam, ni dans le détroit de Malacca, ni dans aucune des zones fouillées pendant les premières 48 heures. Au contraire, il a poursuivi son vol en silence, dans l'obscurité complète, hors de toute route commerciale, comme s'il avait glissé dans un espace aérien oublié du monde. Cette découverte stupéfie les enquêteurs, car elle implique que pendant des heures, l'appareil a été en vol contrôlé ou sous pilotage automatique, sans jamais tenter de communiquer, sans jamais envoyer quoi que ce soit qui ressemble à un signal de détresse. Les ingénieurs, à partir de ces échanges techniques minimalistes, parviennent à reconstituer 2 grandes zones paisibles dans lesquelles se serait trouvé l'avion au moment où il a envoyé son dernier signal, à 8h19 du matin. Un immense arc au nord qui passe par l'Inde, l'Asie centrale et les frontières chinoises, et un arc symétrique au sud qui s'enfonce dans l'océan Indien, là où la mer est profonde, hostile et presque entièrement dépourvue de radars. Les gouvernements concernés par l'arc nord confirment très rapidement que rien n'a été détecté par leurs radars militaires, ce qui n'aurait pas été possible si un Boeing 777 avait traversé leur espace aérien. L'hypothèse nord est donc abandonnée. Reste alors la route du sud, une piste improbable qui propulse le MH370 vers l'un des endroits les plus isolés de la planète. À partir de ce moment, la recherche se transforme en une opération sans précédent. Le gouvernement australien, chargé de coordonner les travaux dans cette région, mobilise des navires spécialisés, des avions de surveillance, des sous-marins autonomes capables d'explorer les abysses, et même des équipes de cartographie océanique qui, avant le MH370, n'avaient jamais eu besoin de cartographier de telles profondeurs. Les ingénieurs d'Inmarsat affinent leurs calculs en examinant un détail minuscule mais crucial: la légère variation de fréquence entre le signal envoyé par l'avion et celui reçu par le satellite. Cette variation, appelée dérive Doppler, permet de déterminer non seulement qu'il allait vers le sud, mais aussi d'esquisser la vitesse et le profil de vol du Boeing. En combinant ces données, les enquêteurs conclurent que l'avion a probablement volé jusqu'à épuisement complet de son carburant, puis qu'il a cessé de fonctionner en quelques secondes avant de plonger vers l'océan.
Mais cette reconstitution, aussi remarquable soit-elle, ne répond encore à aucune des questions essentielles qui obsèdent les familles, les médias et les experts. Pourquoi aucun message vocal n'a-t-il été envoyé ? Comment se fait-il que l'avion ait changé de direction si précisément après la perte du transpondeur ? Qui, dans le cockpit ou ailleurs, contrôlait l'appareil ? Comment un avion aussi moderne a-t-il pu disparaître ainsi sans qu'aucune alerte ait été déclenchée à temps ? Les enquêteurs se penchent d'abord sur le silence radio. Dans l'aviation moderne, même dans le chaos d'une panne, même en cas d'incendie ou d'urgence, les pilotes disposent de procédures permettant d'envoyer un message bref. Un code peut être tapé en quelques secondes, une radio peut être utilisée même dans la fumée, et les systèmes automatiques eux-mêmes déclenchent parfois des alertes. Or, dans ce cas précis, aucun signal d'urgence n'a été envoyé. Ce silence total inquiète les spécialistes. Soit l'équipage n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit, soit quelque chose l'en a empêché dès les premières minutes. Le comportement de l'avion après la perte du transpondeur intrigue encore davantage. Le virage effectué est large, maîtrisé, précis, incompatible avec une perte de contrôle ou une panne brutale. Ce type de manœuvre demande un pilote conscient ou un autopilote réglé intentionnellement vers une nouvelle trajectoire. Cela implique une intervention humaine. Les spécialistes examinent alors le travail de l'équipage, les antécédents, les dossiers, les comportements récents. Le commandant Zahari Ahmad Saha est passé au crible et l'on découvre qu'il avait sur son simulateur de vol personnel effectué un scénario où un avion s'enfonçait dans l'océan Indien. Ce fichier frappe les esprits, mais il ne constitue ni une preuve ni un indice criminel. Les pilotes testent souvent des situations extrêmes pour s'entraîner. Aucune preuve tangible ne permet de conclure à une action volontaire du pilote. Aucune lettre, aucun message, aucun geste suspect dans les jours précédant le vol. Rien dans sa vie ne montre une préparation ou un plan. Mais aucune autre explication ne permet de répondre à toutes les questions. Les enquêteurs se retrouvent ainsi face à un dilemme rare. Aucune piste n'est confirmée et aucune n'est totalement exclue. Pendant ce temps, sur l'océan Indien, les recherches débutent. La zone définie par les calculs représente des dizaines de milliers de kilomètres carrés, en des profondeurs pouvant atteindre 6000 mètres. Les fonds marins, jusque-là inconnus, dévoilent un relief chaotique. Des montagnes sous-marines, des gouffres, des vallées escarpées. Les navires spécialisés peinent à maintenir leurs instruments en place dans des conditions météorologiques terribles. Des vagues de plusieurs mètres, des vents violents, des tempêtes à répétition. Les drones sous-marins explorent méthodiquement, et chaque journée de cartographie ne couvre qu'une infime portion de cette immensité. Après des mois de recherche, aucun fragment d'avion n'est détecté. Ni empennage, ni fuselage, ni moteur, rien n'apparaît sur les images sonars. Cette absence choque profondément les autorités. Le crash d'un Boeing 777 devrait laisser une signature sonore, une dispersion identifiable, ou au moins quelques morceaux reconnaissables. Le fait de ne rien trouver malgré la technologie la plus avancée du monde souligne une triste vérité. L'océan Indien Sud est un environnement si vaste et si brutal qu'il peut engloutir un avion de 100 mètres d'envergure sans laisser la moindre trace visible. C'est finalement loin de la zone de recherche, sur l'île de la Réunion, qu'un premier débris est retrouvé en juillet 2015. Un flaperon échoué sur une plage confirme pour la première fois que l'avion s'est bien retrouvé dans cet océan. D'autres fragments apparaissent ensuite sur les côtes africaines et à Madagascar. Chaque pièce est analysée, comparée, identifiée. Tous les éléments confirment le même scénario. Le MH370 a terminé sa route dans l'océan Indien Sud, mais aucun de ces fragments ne permet de résoudre l'énigme, car ils sont trop isolés, trop dispersés, et ne donnent aucune indication sur la trajectoire finale précise, ni sur ce qui s'est produit dans les dernières minutes.
un autre mystère vient s'ajouter à la liste. Même si l'avion avait volé sans équipage conscient, le pilote automatique aurait dû être coupé au moment où les moteurs se seraient arrêtés par manque de carburant. Le comportement attendu dans un tel cas est chaotique, avec une perte d'altitude rapide et irrégulière. Mais les analyses de dérive Doppler suggèrent une trajectoire étonnamment stable. Cela alimente des théories contradictoires. Certains pensent que c'est le signe d'une chute contrôlée, peut-être même d'un pilote encore conscient. D'autres affirment que l'autopilote, même en fin de carburant, peut maintenir une trajectoire étonnamment propre jusqu'à l'arrêt complet des moteurs. À mesure que les mois passent, puis les années, l'enquête se heurte à un paradoxe. Les enquêteurs disposent d'un nombre impressionnant de données, de calculs, de projections, de modèles, mais aucune preuve directe. Tout ce que l'on sait est indirect, déduit, analysé à partir d'un signal minimaliste, envoyé par un satellite conçu pour autre chose. Cette affaire repose sur des mathématiques, des probabilités, des zones probables et des hypothèses cohérentes, mais elle manque de l'événement fondamental pour conclure. Les boîtes noires. Et dans des dossiers comme celui-là, les boîtes noires ne sont pas seulement des objets techniques. Elles sont ce qui manque pour mettre fin à une histoire suspendue. Une histoire où on connaît l'avion, la route, les pilotes, les systèmes, mais où l'essentiel manque. Ce qui s'est passé dans le cockpit, ce qui a motivé le premier changement de route, ce qui a conduit l'appareil sur cette longue trajectoire silencieuse, et ce qui a empêché toute communication avec le sol. Le MH370 reste une anomalie dans l'histoire de l'aviation. Un rappel brutal que même en 2014, même dans un monde saturé de radars, de satellites et de technologies sophistiquées, il existe encore des zones où un avion peut s'évanouir sans explication. Cette disparition continue d'alimenter des recherches, des demandes de réouverture, des analyses nouvelles. Mais à ce jour, rien n'a permis de combler le vide laissé par ces dernières heures de vol. Le MH370 demeure une histoire incomplète, un récit dont les chapitres techniques sont connus, mais dont la conclusion manque encore. Et tant que les boîtes noires dormiront quelque part sous des kilomètres d'eau, cette nuit du 8 mars 2014 restera une fracture dans notre certitude de tout comprendre, et une énigme qui traverse les années sans jamais s'éclairer totalement.